Alors, que je vous raconte un peu le cheminement. Mais c'est comme tous les cheminements, tout qui résonne, tout qui s'entremêle, tout qui s'enchevêtre. On tombe sur des petits cailloux qui sont profondément dérangeants. Vous savez que depuis quelques mois, je suis en train de traduire un livre de Wilhelm Flusser qui s'appelle Die Schrift, son dernier livre, l'écriture, et puis cette question en sous-titre dans l'édition américaine, Does Writing Have a Future? Est-ce que l'écriture a un avenir? Même, je crois que moi, ma traduction, c'est comme ça qu'elle s'intitulera. D'un avenir de l'écriture. Qu'est-ce qu'il dit Flusser? C'est pas le genre à provoquer. Il dit que l'écriture et les livres, ce qui nous a fabriqué, ce qui nous a donné le meilleur, ça a une histoire en chacun de ces paramètres, et puis que les nouveaux outils, et en particulier le code numérique, la diffusion à distance de la voix, de la parole, du geste, est-ce que ça change ou commence à interférer avec ce média de l'écriture qui s'est constitué parce que ça n'existait pas? Et pour ça, il fait une espèce d'analyse. Alors, si je prends la table des matières, c'est l'inscription, la notation, les lettres de l'alphabet, le texte, l'impression, les langages parlés, les langues étrangères, la poésie. Par exemple, Quignard, dont je voudrais parler aussi même brièvement, il dit « Littré invente l'expression « texte de langue ». Qu'est-ce que ça veut dire, texte de langue? Et Littré même ne l'explique pas. Il dit « Ceci est un texte de langue, ceci n'est pas un texte de langue. Faites avec. » Lui, façon de lire, déchiffrage, les livres, l'épistolaire, la correspondance, les journaux, et vous voyez comme à chaque fois, la jonction écriture, publication, lecture se diffracte différemment. Il y a ce chapitre que je viens de terminer et qui résonne profondément, c'est tout simplement le magasin de papeterie, les objets de l'écriture, la table de travail, les tables même, desks au pluriel, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est Flusser, et moi ça converge aussi avec cette peut-être évolution ultime, puisque maintenant il est peu probable que je ressorte de ce bureau. En tout cas, les ateliers d'écriture sur le terrain, c'est fini. Il se passe des choses en ligne. Ce laboratoire, j'ai envie de le continuer. Mais c'est en quoi on peut aussi rejoindre ce qui est d'un côté la pratique de l'écriture, de l'autre côté le projet personnel, le livre, la publication, la bibliothèque, et comment on peut aller un peu plus près de ce point de fusion, réfléchir sur l'écriture ensemble. Et ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que ça m'a amené, moi, à formuler, par exemple, repartir de cette question d'abécédaire que j'avais fait chez Grasset il y a quelques années, mais comment je peux le rapprocher, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on écrit aujourd'hui, que ça se passe avec des outils encore neufs, ou en tout cas informulés. Ce livre de Friedrich Kittler, Gramophone, film, machine à écrire, qui est fondamental parce qu'il replace la dactylographie comme ça dans une histoire. Et je me perds un peu, mais comment on pourrait faire autrement? C'est de ça même qu'il s'agit de parler. Alors, à mesure que je classais comme ça ces questions, ce qui va vers l'édition, ce qui va vers le projet de livre, ce qui va vers l'intuition, vers le brouillon, comment on va classer ça? Et c'est devenu un projet collectif, et puis à partir de ce moment-là, déjà, par exemple, sur le site, ce dictionnaire, en moins de 2 semaines, il a déjà passé le cap des 110 entrées. Comment on va se repérer? Comment? Et ce qui est difficile, c'est que dans ses débuts, c'est encore informe. Alors, évidemment, viennent les idées. Est-ce qu'on peut faire, me dit quelqu'un, quelqu'une, une carte heuristique? Je ne savais même pas ce que c'était qu'une carte heuristique. Est-ce qu'on doit regrouper par famille, faire des sections, ce qui concerne la publication, et là, moi, tout d'un coup, je me dis, mais est-ce que c'est grave de laisser ça se gonfler en désordre? Par exemple, si la démarche, c'est l'Internet,
est-ce qu'on ne peut pas faire confiance même au fait que, d'accord, il y a un index, peu importe, même j'ai mis une fonction, aller vers un article au hasard. Et puis, dans l'intérieur des fragments écrits, puisque si on prend table de travail, on a déjà, par exemple, 5, 6 personnes, moi-même, qui ont parlé de leur table de travail. Est-ce que c'est mieux vide? Est-ce que c'est mieux encombré? Est-ce qu'on préférerait vide, mais qu'on constate qu'elle est toujours encombrée? Il y a ça aussi dans le Pensée classée de Georges Perec, note sur les objets qui sont sur ma table de travail. Donc oui, c'est important, ces choses-là, sans saisir, les prendre. Mais à l'intérieur, si on tag même les mots simples, langue, texte, livre, stylo, cahier, eh bien, de l'intérieur de l'article, même si la grande liste répertoire qu'on a établie, là, je crois que c'est en tout cas pas loin de 300 entrées, ça ne veut pas dire qu'on les exploitera toutes, peut-être qu'ensuite on les enlèvera. Il y a des mots qui viennent comme ça. J'ai mis le mot souci. Ben, si personne ne se saisit du mot souci, on l'enlèvera. Mais l'entrée doute, elle est déjà bien meublée pour plusieurs. Mais ça veut dire que pour chaque entrée, si on clique soi-même plutôt sur tel mot ou tel mot tagué, alors au début, tu ne peux pas en taguer beaucoup, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'articles. À mesure que les articles arrivent, on peut taguer de plus en plus de mots à l'intérieur des articles. Tu vas te déplacer toi-même dans ce brouillard. Vous savez, autrefois, nous les atomes, on disait le noyau, les protons, les neutrons, on ne sait pas trop comment ça tient ensemble. Et puis au-delà, il y avait des petites baguettes de bois, puis les petits électrons qui tournaient autour au premier niveau, au deuxième niveau. Non, aujourd'hui, on sait que c'est des brouillards. Eh bien, ce brouillard, la fonction de l'Internet, c'est pour ça que là, j'ai juste la liste alphabétique des entrées, c'est de ça dont je veux parler, de l'alphabet. Des 25 lettres de l'alphabet. On y va. Mais dans ce dictionnaire, il y a l'index des citations. Par exemple, Pascal Quignard, s'il est cité dans 2 entrées, eh bien, si on passe sur les 2 entrées où est cité Pascal, ou les 3 entrées où est cité Émile Littré, le déplacement va se faire de lui-même. C'est-à-dire que cette approche par carte, c'est-à-dire se déplacer dans ce grand monde des approches du comment écrire, si on va avoir l'entrée doute, on n'aura pas le même bain de tags HTML qu'on a si on suit par exemple l'entrée texte. Alors où on va avec tout ça? C'était cette question de comment j'organise un site qui réagit, qui va être basique, qui doit rester basique, mais qui produit des réponses qui, elles, sont complexes, sans aller se casser la tête à des super codes, des super scripts, mais simplement parce que votre geste de visiteur, lui, va déplacer ce que vous faites apparaître. Bon, ça, on n'insiste pas là-dessus, mais j'ai eu envie qui parle de l'ordre alphabétique. Et la première chose qui m'est revenue, c'est Les mots et les choses de Michel Foucault. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans cette préface d'une dizaine de pages en italique, l'ouverture de Michel Foucault sur la question de l'ordre alphabétique. Ce livre a son lieu de naissance dans un texte de Borges, dans le rire qui secoue à sa lecture toutes les familiarités de la pensée, de la nôtre, celle qui a notre âge et notre géographie, ce qui va commenter ensuite, ébranlant toutes les surfaces ordonnées et tous les plans qui assagissent pour nous le foisonnement des êtres, faisant vaciller et inquiétant pour longtemps notre pratique millénaire du même et de l'autre. Ce texte cite une certaine encyclopédie chinoise, entre guillemets, sous-entendu, Borges l'invente de toutes pièces, où il est écrit que les animaux se divisent en petit a, appartenant à l'empereur, petit b, embaumé, petit c, apprivoisé, petit d, cochon de lait, petit e, sirène, petit f, fabuleux, petit g, chien en liberté, h, inclus dans la présente classification, i, qui s'agite comme des fous, j, innombrable, k, dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau, L, etc., M, qui viennent de casser la cruche, N,
qui de loin semblent des mouches. Voilà, le texte de Borges que cite Michel Foucault. Et aussitôt après, là, Foucault, moi, c'est quelque chose qui m'avait secoué en profondeur. C'est que pour nous, les listes, les accumulations, c'est Rabelais. Les 142 jeux du Moyen-Âge dans le Gargantua, justement, tous ces jeux d'enfants qui chacun ont un nom, dont certains survivent encore, les jeux avec la corde, les marelles sur les trottoirs, et les billes, et puis que l'éducation Renaissance, tout ordonnée du matin au soir, va faire reléguer déjà au musée. Mais ces jeux et ces pratiques, tout d'un coup, ils restent dans leur acception de langue, dans une période où la langue, c'est noble, la langue ne condescend pas à s'occuper de ces choses d'enfants. Eh bien, dans Rabelais, c'est là. Et puis, dans le tiers-livre, vous savez, dans ce jeu des cloches de Varenne, où c'est génial, parce qu'on voit apparaître le premier visage dans la littérature, parce que Rabelais, dans le Pantagruel, le bouffon, c'est Panurge, dans Gargantua, le bouffon, c'est Frère Jean, mais il y a 400 ans d'écart entre les deux livres. Et tout d'un coup, dans le tiers-livre, Frère Jean et Panurge sont ensemble depuis longtemps, et tout d'un coup, Rabelais, on dirait qu'il découvre comment ces deux bons hommes peuvent être ensemble alors qu'ils ont 400 ans d'écart. Eh bien, peu importe. Il suffit qu'on se mette à parler de l'âge et de la vieillesse. Et tout d'un coup, dans le visage de Panurge, il y a cette grande barbe grise et qui est une map monde. Ici, je vois Afrique. Ici, je vois... Par la map monde, par la carte de géographie, parce qu'on veut parler du temps, des traces matérielles du temps, se construit le premier visage dans la littérature. Et c'est fini du jeu abstrait. Le moi peut devenir personnage agissant. C'est nos petites merveilles, c'est ce qui nous rapproche de Rabelais. Mais là, vous savez, il y a Panurge qui lance à Frère Jean 160 adjectifs favorables. Couillon joli, couillon historié, couillon bistrié. Et puis l'autre qui lui répond avec la même quantité d'adjectifs, 160, mais eux, couillon moisi, couillon flétri, couillon, etc., etc., etc. Ça, c'est Rabelais. Eh bien, à la fin du 4e livre, vous savez, ce moment où l'œuvre est ouverte. Il n'y aura pas de circumnavigation. Rabelais a écrit un récit de circumnavigation qu'il a lui-même cannibalisé. Ça s'appelle aujourd'hui, ces restes de cannibalisation, on les appelle le 5e livre. Mais le 4e livre, alors qu'il lui reste encore quelques années à vivre à Rabelais, même dans la misère, même disant, comme savait que dans mes études n'ai toujours bu que de l'eau fraîche, il y a ce moment de silence, les paroles gelées. Les paroles sont devenues matérielles. Si on les réchauffe, elles fondent et sont oui. Mais ce qui est prononcé, c'est langage barbare, on ne le comprend pas. Et puis tout à la fin, là, il y a cette échappée sur la mer glaciale où tout d'un coup, il n'y a plus que le silence. Et c'est là où Rabelais, dans la bouche, c'est-à-dire la bouche qui dit, la bouche qui parle. Quignard dit « Celui qui écrit un livre... » on ne voit pas sa bouche. Celui qui écrit un livre ne voit pas celui qui parle ne voit pas sa bouche. C'est ça, je crois, un moment, une phrase de Pascal là, qui me reste comme ça. Eh bien, ce moment-là où tout finit, où l'œuvre s'achève, Rabelais parle de toutes les petites bêtes qui sont dans la bouche de son personnage et il les met par ordre alphabétique. Et c'est ce que Foucault, c'est le premier à les repérer dans Rabelais. En quoi ? Quand l'ordre alphabétique se réimpose à l'accumulation de ce qui est, à ce moment-là, on a gagné le repos, la fin. Alors j'étais dans ces choses-là. Ça m'a ramené évidemment donc Pascal Quignard, les petits traités, et puis ce moment du premier traité, je crois que c'est le 8e, table des traités, un lipogramme d'Appius Claudius. Appius, c'est vraiment un type qui a existé, censeur, un politique romain, mais qui est le premier à avoir écrit de ce qu'on dirait aujourd'hui dans ce mot affreux, littératie. Alors, après, est-ce qu'on va voir, quand Quignard nous raconte des histoires, est-ce qu'on va voir la source ? J'ai regardé ce Appius, le livre est traduit, disponible en allemand, mais moi, je ne veux pas aller lire en allemand, et puis je ne sais pas le latin. Donc Appius me restera à distance. Que Pascal l'invente ou pas, peu importe. Ce Appius, vous savez que le mystère qu'aborde Quignard, là où c'est les sources par contre pour tout le monde, le Z, c'est la 6e lettre de l'alphabet grec. Et chez les latins,
le Z est déporté comme dernière lettre de l'alphabet. Et il reste, pour nous, la dernière lettre de l'alphabet. Et dans la fiction rêveuse de Quignard, dans son petit traité, où les sources sont peut-être fiables ou peut-être totalement inventées, que m'importe, la réflexion de Quignard, c'est Appius ne voulait pas simplement qu'on mette le Z à la fin de l'alphabet. Appius souhaitait qu'on enlève le Z de l'alphabet. Parce que quand on prononce Z, on mime les dents du mort. Prononcer Z, c'est prendre dans son visage le rictus des dents du mort. Et le texte de Quignard, c'est dire qu'Appius prétend que tenir à distance la mort, c'est tenir à distance même ce qui la prononce. Et ça, donc, il y avait ce chapitre dont je me souvenais parfaitement, qui est comment le Z est devenu la dernière lettre de l'alphabet. Rêverie sûre. Mais si on rêve ça, qu'est-ce que ça change? Et ce que je n'avais pas mesuré, c'est dans le tout début, Appius forma le vœu qu'on abandonnât la lettre Z. Il espérait de la sorte préserver la bouche des hommes de la mort. Il imagina qu'il empêcherait que la vive contagion que recelait cette lettre ne s'étendît à celle qui la précède et lui succède dans l'alphabet, comme elle imprimait sur le corps de ceux qui l'avaient articulé l'empreinte ineffable et dangereuse de la mort. Il contraindrait ce pouvoir, du moins en suspendrait un temps la communication. Il lui semblait inutile qu'on hâtât sa venue en imitant les effets. Ainsi prétendit-il que l'usage du masque de la mort et les traits figés à jamais des cadavres, etc. Ça, c'est Quignard. Mais tout d'un coup, il y a cette idée que moi j'avais tenue à distance, reléguée, qui est que si tu laisses un alphabet ouvert, si l'alphabet reste à jamais incomplet, qu'est-ce que ça change à notre rapport aux lettres et au rapport à ce qu'elles construisent dans la désignation? Si l'alphabet reste ouvert et incomplet, dans ce manque, est-ce que notre rapport aux choses, à nous, à notre histoire, à notre relation, et évidemment au rêve, à la mort, serait différent? Et cette idée est comme sous-jacente chez Quignard. Alors de là, ce Z, cette question d'ordre alphabétique, je reviens dans mon vieux Littré. Vous savez, dans Littré, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a toutes ces citations, mais ces citations, elles reprennent la langue depuis le XIIe siècle. Donc Littré, c'est pas du tout un dictionnaire historique, mais dans l'histoire des usages, on se redessine une histoire souterraine de la langue. Alors je prends alphabet, donc le premier livre, le A, et puis je vois alphabet qui est selon l'ordre alphabétique. Et c'est tout petit, c'est fondamental, puisqu'il y a les 7 tomes là, du dictionnaire, moi dans mon édition Pauvert. Et puis, alphabet, ça tient juste en quelques lignes. Alors, je vais voir alphabétique, qui désigne l'alphabet, tourne en rond, donc je vais voir à ordre. Et là, ordre, c'est drôlement impressionnant, parce que c'est un gros article, et c'est un article qui justement ne va plus obéir à cet ordre. C'est-à-dire que Littré, quand il écrit le chapitre ordre, il fait d'abord une recension, 1, 2, 3, 4, 5, il dénote 30 usages du mot ordre pour arriver à l'ordre juridique, c'est-à-dire là où on installe de la morale dans l'ordre. Mais ces 30, il les concentre ici pour une vue synoptique, et ensuite il les reprend, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis là, 1, premier, deuxième, etc. Et il y a toutes les acceptions de l'ordre, y compris 1, disposition des choses selon des rapports apparents et constants, simples ou complexes. Ça, c'est le génie de Littré. Et puis, il reprend Régnier, Corneille, Pascal. C'est quoi de Blaise Pascal? Il paraît que les hommes sont dans une impuissance naturelle et immuable de traiter quelque science que ce soit dans un ordre absolument accompli. Mais il ne s'ensuit pas de là qu'on doive abandonner toutes sortes d'ordres. Magie, mystère de Blaise Pascal. Et ce qui est très impressionnant, c'est que moi je venais là par ordre alphabétique,
alphabet qui est selon l'ordre alphabétique, il n'y a rien d'autre. Et la question de l'ordre alphabétique, l'ordre des lettres, n'est pas du tout évoquée dans l'immense chapitre sur ordre. Sauf que juste après, d'ailleurs, le mot qui suit, c'est ordure. Oh, c'est déplaisant. Excrément, impureté du corps. Cette pluie, cet abcès suppure, il jette beaucoup d'ordures. Défense de faire ou de déposer des ordures le long de ce mur, etc., etc. C'est des drôles de voisinage, le dictionnaire. Mais justement, à quel moment l'ordre alphabétique, alors est-ce que c'est Quignard, est-ce que c'est Foucault, c'est justement ce qu'on n'a pas besoin de justifier. Et à ce moment-là, mon dictionnaire, il peut être plat, il peut être un tableau, et puis c'est comme ces grands tableaux où on allume et puis vous voyez des cartes. Vous mettez votre main là, plus près de édition, publication, plus près de oralité, voix, scène, plus près de rêve, projet, intuition, forme, monologue, dialogue. Et puis, selon que vous apposez votre main ici ou là, à ce moment-là, des chemins se redessinent. Et puis, vous avancez sans qu'il y ait besoin de refaire des familles, des structures, des constructions, etc. Et donc, cette question du Z me hantait. J'avais relu Quignard. Et dans mon littré, évidemment, c'est même très beau dans le graphisme, c'est les seules interruptions. Tout d'un coup, il y a une page avec la lettre, une belle illustration de la lettre, qui doit être contemporaine d'ailleurs de Pauvert. Et puis, il y a toujours cette ouverture qui est rituelle, c'est-à-dire chaque ouverture est exactement la même dans Littré, 26 fois. Et ça commence toujours par Z, ou suivant l'épellation moderne, ZE, 1, lettre consonne, la 25e et dernière lettre de l'alphabet. Et à chaque fois qu'il ouvre n'importe quelle lettre, c'est toujours d'après cette même phrase. Je vais prendre, allez, on va chercher à T. S sur Sil, Sin, Tab. J'y suis presque. Où es-tu, début de T? Syzygion, S-Y-Z-I-Y, G-I-O-N, dernier mot de S. La page de garde du T. Et si j'ouvre le T, expérience en direct, T, la 20e lettre de l'alphabet, et la 16e des consonnes, un T majuscule, un petit T. T, le T final ne se prononce ordinairement que devant les mots commençant par une voyelle ou par une muette. Cependant, on le fait sentir, même devant une consonne, à la fin de certains mots tels accessite, brut, chute, dot, déficit, indulte, etc. Voilà commence le T, voilà commence. Mais T, on est bien dans le compte. T est la 20e lettre de l'alphabet. Alors après, tu comptes 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Moi, dans l'alphabet, il y avait toujours eu 26 lettres. Vous savez quoi? Eh bien, c'est troublant. J'ai vraiment été troublé. Alors évidemment, après, on trouve assez vite. On remonte. Y, 24. T, 20. U, 21. V, 22. Et c'est là. C'est le W. W, pour Littré, n'est pas une lettre. Donc, il n'y a plus 26 lettres, il n'y en a plus que 25. Alors, il fait quoi avec W? Mais W, moi, j'ai déjà fait une entrée dans le dictionnaire. W, c'est le W de Georges Perec. Évidemment, un livre tellement essentiel. Je l'ai en poche pour le travail courant, j'ai dans l'imaginaire. Et puis, j'ai une originale que m'a offert de Noël, Lettres nouvelles. Maurice Nadeau, c'est un gars qui s'appelle Fred Griot qui me l'avait offert. J'y pense toujours, et je le garde toujours, il est toujours à côté de moi. Alors W chez Littré. La page de garde, c'est écrit petit, Littré Pauvert, c'est dur. W, eh bien là, tout d'un coup, il n'y a plus le compte.
lettre introduite dans notre alphabet pour conformer notre écriture à celle de plusieurs peuples du Nord. Quand elle se trouve dans des mots provenant de l'anglais, elle se prononce OU. Quand elle se trouve dans des mots provenant de l'allemand, elle se prononce comme notre V. Walter Benjamin. Hein? Le double V se trouve aussi dans quelques mots qui viennent de l'arabe, s'emploie en marine pour signifier variation. Sur les monnaies et la marque de l'île. En musique sert quelquefois à indiquer les parties de violon dans une partition. Ben, vous voyez, Émile Littré, il n'aimait pas le W. Donc, il la supprime. Tu veux rester dans l'alphabet? Ok, je te fais ça. Je vais parler du wakapou, du waké, du wakawa, du wadi, du wagache, du wagar, du wagnérisme, du wagon, du wagonnet, de wagonnette, du wahhabite, du wahhabitisme, de wer, de wakouf, de wakalia, de wali, de walida. Mais je ne te compte pas comme lettre. Alors c'est même curieux parce que le brave Émile, vous voyez la première phrase, hein, lettre introduite dans notre alphabet. Il s'est introduit là, par la fenêtre, pour conformer notre écriture à celle de plusieurs peuples du Nord. Mais l'expression peuple du Nord, moi, hein, Jean Désir et les autres au Québec, ça nous fait rêver, peuple du Nord. Et puis ensuite, il se coince parce qu'il marque le double, et là il fait une faute, Littré. Il marque le double W. Or, le double W, ça en fait 4. Hein? Non. V, W, double W. Eh bien, tout d'un coup, au lieu d'écrire W, il écrit double W. Donc, avec Littré, il n'y a plus que 25 lettres dans l'alphabet. Je m'arrête parce que vraiment, j'en suis pas revenu qu'on puisse se permettre, quand on s'appelle Émile Littré, de dire l'alphabet n'a pas 26 lettres, il n'en a que 25. Et Z, la 25e, est quand même la dernière. Ça, c'est Pascal Quignard. Et l'ordre alphabétique, quand il range et qui permet de trier tous ces animaux, celui qui a fait tomber la cruche, celui qui de loin ressemble à une mouche, et puis que c'est Foucault qui prend ça comme alphabet imaginaire, A, B, C, D, E, F, G, etc., qui rend implacable l'invention de Borges, mais ramène tout le rêve de la Chine et du lointain dans cette liste. Merci Foucault. Cette introduction, évidemment, est magnifique. Et puis revenir à Appius, qui ne voulait pas du Z dans l'alphabet, parce que quand on le prononce, on imite les dents du mort. Voilà, c'est un beau chantier ce dictionnaire. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est ouvert. Ça passe par le Patreon, parce que c'est du taf. C'était ça pour aujourd'hui. L'alphabet de 25 lettres.